Qu'est-ce qui dissuade les cambrioleurs? Dissuader un cambrioleur, cela peut consister à l'écarter de votre domicile avant qu'il ne mette son projet à exécution. Auquel cas, il s'agira de montrer des signaux forts de protection contre le vol ou le décourager au début de sa tentative. Auquel cas, il s'agira de lui faire peur, de le surprendre, de l'empêcher de cette activité de contre-cambriolage. Notre invité en a fait son métier, défense anti-cambriolage. Il innove même dans ce domaine puisqu'il est développeur de l'e-gaz, le gaz lacrymogène connecté, dont il va nous expliquer les ressorts dans quelques instants. Il est spécialiste en fait des homejacking. Il nous expliquera également le concept. Un cambriolage en France, ça dure en moyenne environ 3 minutes. Et pour lutter contre eux, j'ai le plaisir de recevoir Lucas Proto. Lucas, bonjour. Bonjour Aurélien. Merci pour votre invitation. Alors, Lucas, c'est toujours un plaisir en fait de recevoir des invités. Tu es spécialiste en fait des cambriolages et des homejacking. Oui. Et avant toute chose, avant on va rentrer en fait dans le vif du sujet, avant qu'on rentre dans le vif des questions, tradition oblige aux ondes clandestines, peux-tu nous retracer ton background familial, ton cursus scolaire universitaire et tes activités d'aujourd'hui? Très bien, merci. Merci en tout cas pour la question. Donc je m'appelle Lucas Proutot, je suis français d'origine alsacienne, je suis marié et père de famille, je suis expatrié, j'ai une société donc en France depuis 2019 dans le domaine de la défense anti-cambriolage. Je suis aussi expatrié au Brésil une bonne partie de l'année parce que c'est le pays d'origine de ma femme. Je suis tireur sportif, je me forme en tout ce qui est dans le domaine de la défense, y compris du domicile armé en Suisse. D'accord. Et aussi, c'est pour ces raisons-là, en fait, finalement, je me suis rendu compte que la légitime défense armée, par définition, c'est pas toujours bien vu en France. Et l'idée, ce serait de proposer des solutions alternatives qui permettraient aux gens de pouvoir assurer leur propre défense sans avoir à prendre de risques, sans avoir utilisé une arme à feu. Oui, parce que finalement, c'est le fond du souci, ça. Le cambriolage a lieu, en fait, les gens sont là. Justement, on va y revenir sur les statistiques. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le cambriolage augmente de manière assez stable, mais c'est surtout au niveau des méthodes, en fait, des cambrioleurs qui ont changé. Donc, on va y revenir. Par rapport à ma formation scolaire universitaire, bon, j'ai pas un niveau d'études très élevé, j'ai un bac. Par contre, effectivement, j'ai toujours été autodidacte et intéressé par le domaine de la criminologie, je dirais au sens large, avec une spécialisation plutôt dans le domaine, effectivement, des bandes organisées, cambriolage, réseau de prostitution et aussi ce qu'on pourrait appeler, c'est une certaine forme de réseau occulte. Je ne vais pas forcément en dire plus sur ces centaines, ceux qui voient de quoi il s'agit comprendront. Et effectivement, quels vont être leurs impacts sur la société. Et effectivement, dans le cadre de ces études personnelles, je me suis rendu compte qu'effectivement que la France était gangrénée en réalité par des bandes organisées qui profitent beaucoup en fait de l'ouverture de l'espace Schengen pour pouvoir s'implanter sur notre territoire, de pouvoir opérer, je dirais, plus ou moins dans le silence et de pouvoir effectivement faire sortir les marchandises. Alors, on va y revenir. Voilà, avant justement, donc c'est ça. C'est comme ça que j'en suis venu. Je voulais faire un focus, en fait, sur le secteur, en fait, des cambriolages. En fait, est-ce qu'on a des statistiques où on sait que, par exemple, un cambriolage dure en moyenne 3 minutes. Est-ce que tu as, par exemple, en France, combien il y a de cambriolages en gros, en moyenne, à peu près? Oui, alors quand on sort des statistiques un petit peu globales, si on dit qu'il y a 550 000 cambriolages par an en France, effectivement, c'est un chiffre qui peut plus ou moins être caché, ça dépend des gens qui portent plainte ou pas, mais en fait, ça dit pas grand-chose aux gens. Par contre, effectivement, si on dit les choses autrement, c'est une maison, on va dire un foyer sur 50 sera cambriolé cette année. Et là, c'est déjà plus parlant. Un foyer sur 50, un foyer sur 60, en fonction des années. Après, c'est surtout au niveau, en fait, au niveau des méthodes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque, en 2019, on était à 31% des cambriolages qui étaient tentés en présence des occupants. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont originaires de l'enquête de vie et sécurité du ministère de l'Intérieur. 26% lors des courtes absences et 41% lors des absences plus longues. Effectivement, et malheureusement, en fait, la tendance des cambriolages, on va dire, en présence des propriétaires, se généralise de plus en plus. Alors, ça ne veut pas dire, on va y venir, ça ne veut pas dire que ce soit des homejacking à chaque fois, mais il y a effectivement de plus en plus un risque d'être vu, de voir ou d'entendre, voire d'être confronté. J'ai envie qu'on lève aussi le voile sur
les concepts en fait entre cambriolage, homejacking. En fait, homejacking, on Oui. sait, bon, c'est un terme anglais, mais cambriolage, on voit très bien ce que ça recouvre. Est-ce que tu peux Mhm. clarifier en fait ces deux notions? Bien sûr, tout à fait. Alors le cambriolage, bah, par définition, c'est un vol finalement en l'absence, globalement l'absence des propriétaires. Qui est, en fait, à la base, dans les années 80, même avant, enfin toujours existait le cambriolage, on avait ce qu'on appelait les cambrioleurs déménageurs. C'est-à-dire, ils rentraient chez vous, ils dévalisaient toute la maison, voire même ils la vidaient, voire même ils se faisaient passer même des fois pour des déménageurs. Lorsque vous étiez en vacances, vous rentriez, la maison était vide, euh, voilà, fin de l'histoire. De là sont arrivés effectivement les systèmes d'alarme qui ont permis, qui avaient pour vocation à la base, d'alerter et de réduire la durée de l'intrusion. Mhm. Voilà. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que cette durée de l'intrusion a été tellement réduite que, en fait, quel que soit le système d'alarme que l'on peut avoir, tous les systèmes d'alerte aujourd'hui dépendent de l'intervention humaine, en l'occurrence des services de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, l'alarme est donnée, elle est souvent transmise à un service de télésurveillance, ou alors elle prévient peut-être même directement un client. Et malheureusement, aujourd'hui, les forces de l'ordre manquent de moyens, les prisons sont pleines, et en Ouais. fait, en réalité, la dissuasion fonctionne qu'à partir du moment où on va dire, où la police arrive à temps, où l'enquête se déroule, où les voleurs sont arrêtés, où ils sont jugés et où on applique la peine. Parce que fondamentalement, en tant qu'un voleur, on va réfléchir avant de passer à l'acte uniquement si on a peur d'être pris et peur d'aller en prison. Mais si on sait délibérément avant qu'il y a très peu de chances qu'on soit pris en flagrant délit et que même si on est pris en flagrant délit, on a très peu de chances d'être jugé et d'aller en prison, bah, disons que ça va donner comme pour conséquence qu'il pense qu'il ne risque rien, donc il recommence. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et le homejacking, en fait, donc tu peux le définir? Alors le homejacking, à la base, c'était, alors selon, je vais citer une source, hein, comme ça on ne dit pas que je Ouais. stigmatise quelqu'un en particulier, c'est Jérôme Pierrat, qui est quelqu'un bien connu, qui est un journaliste spécialisé dans la criminologie et qui avait d'ailleurs écrit un livre, qui avait interrogé Redouane Faïd, hein, donc un braqueur bien connu. Et en fait, à la base, le homejacking, c'était le fait surtout des manouches, en fait, en réalité. Donc, c'était D'accord. des gens qui, effectivement, allaient cibler le chef d'entreprise chez lui, ils se renseignaient, ils prenaient des routines, ils estimaient vraiment, on va dire, ce qu'ils pouvaient retirer, quoi. Mhm. Aujourd'hui, on assiste à un autre phénomène qui se cumule à ça, c'est le recyclage du banditisme des cités dans, Mhm. effectivement, l'agression à un domicile. En fait, la raison, elle est toute bête. Que je comprenne C'est que bien, Lucas, le homejacking, en fait, si je reprends en fait tes paroles, l'attaquant, oui, c'est un acte en fait de comment dire, c'est quelqu'un, d'agression à domicile, c'est ça, d'extorsion, extorsion à domicile oui, en fait de quelqu'un par de une bande l'extorsion. organisée finalement. C'est ça. Alors, en général, ils sont organisés, clairement. Ouais. C'est de l'extorsion, que ce soit par la ruse ou la violence, ou les deux. Mhm. La ruse, c'est-à-dire on se fait passer pour un faux livreur, on se fait passer pour un faux agent EDF, et puis une fois qu'ils sont dedans, bon bah écoutez, ça tape. Après des fois, effectivement, il y a ce que j'appelle l'entrée fracassante. Ils rentrent, ils sonnent, et puis ils rentrent comme s'ils étaient chez eux. Ils sont parfois armés, parfois pas, mais souvent ils agissent en nombre. Mais là où je veux en venir, c'est que ce phénomène malheureusement augmente parce que tout simplement, comme je vous disais, le trafic de stupes est saturé Mhm. et les caisses des magasins sont vides. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, ce banditisme des cités qui aurait tendance à dire bah tiens, on va faire un petit peu de trafic ou alors on va aller braquer le commerce du coin, manque de poules et plus d'espèces. Donc effectivement, pourquoi aller faire un vol à main armée dans le tabac du coin pour récupérer 300 ou 400 euros alors qu'on pourrait très bien aller chercher le propriétaire au-dessus de sa boutique ou même à son domicile, le mettre sous contrainte, voler ses bijoux, ses montres, potentiellement l'argent qu'il a de côté, que ce soit en espèces, ça peut être de l'argent déclaré ou non, et peut-être même se faire remettre les clés du magasin. Vous voyez, on y gagne beaucoup plus, Oui, bien sûr, vraiment. bien sûr. Et on agit en plus dans la tranquillité. Parce que le meilleur moyen, si vous voulez, et là je ne vais pas donner des idées, le meilleur moyen de cambrioler une maison bien protégée, c'est quoi? Ben, Mhm. fondamentalement, c'est de mettre le propriétaire sous contrainte et de faire désactiver le système de la part même de la main même du propriétaire. Et la C'est aussi plupart, simple que ça. les cambriolages, vous les avez constatés ces dernières années, en fait, sont rapides donc.
c'est ça. Est-ce qu'ils sont violents, en fait? C'est-à-dire qu'avec usage d'armes, en fait... Alors justement, c'est pas la même clientèle entre le cambrioleur, que ce soit le cambrioleur, on va dire, issu des bandes organisées. Aujourd'hui, ça date déjà de 2019, 50% des cambriolages sont issus d'une seule organisation mafieuse qui s'appelle les Vorribé Zacogne. Alors ça vous dit rien comme ça, mais si vous tapez Vorribé Zacogne dans Google, vous verrez des articles de presse partout. Oui, en échange précédent, en fait, vous me racontiez en fait cette histoire. C'est une mafia d'origine géorgienne qui s'est construite durant les années 30, dans les goulags staliniens, qui a pris son essor dans les années 90 à la suite de l'effondrement de l'URSS, qui s'est spécialisée à l'époque dans le racket de commerçants, puis dans le racket d'oligarques, et qui depuis a étendu son emprise à la suite donc de l'ouverture de l'espace Schengen, dans ce que j'appelle les crimes à basse intensité. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de ces gens-là, c'est pas de faire des trucs très impressionnants, c'est de se spécialiser dans le cambriolage de masse et dans le vol à l'étalage de masse. C'est-à-dire que ce sont des délits, ce sont même des crimes si vous voulez, qui, lorsqu'on se fait arrêter, par exemple, ça fait pas vraiment de vagues. Vous voyez, Ils se mettent pas en concurrence, pareil comme dans le trafic de stupes, avec des règlements de compte impressionnants, etc. Alors il y a des règlements de compte entre eux, au niveau des parrains, bien sûr, ça d'ailleurs on en voit dans la presse. Mais par contre, vis-à-vis de leurs victimes, ce sont effectivement, dans 50% des cas, selon la police citée par le journal Le Monde, cette seule organisation est responsable des vols du quotidien, des cambriolages du quotidien. Et donc ces gens vont chercher avant tout les bijoux, vont chercher les vélos électriques, et éventuellement du matériel informatique, mais ils vont chercher vraiment ce qui va être intéressant au niveau du recel. Vous voyez, c'est ça. On a vu que cette criminalité est dense en France, en fait. Vous qui partagez en fait votre temps entre la France et le Brésil, par exemple, est-ce que vous constatez qu'au Brésil, c'est moins dense en fait finalement le cambriolage ou plus quel est votre ressenti là-dessus? Alors dans le cambriolage, vous avez un phénomène qui semble-t-il arrive en France. Alors c'est pas mon expertise, mais c'est le flash rob. Donc le vol, on va dire le vol finalement à l'étalage express. Ça, effectivement, ça vient du Brésil, ça vient des États-Unis. Au Brésil, j'ai eu encore d'ailleurs un confrère dans le domaine de la sécurité à Sao Paulo. Il y a eu 80 flash robs dans Sao Paulo auprès d'une même enseigne alimentaire en fait, comme un Cora, un Carrefour, un Leclerc. Flash rob, qui veut dire 80, littéralement en fait 80 en l'espace de 6 mois. C'est-à-dire que c'est du pillage, c'est-à-dire qu'ils rentrent à 40 et ils se servent, ils ressortent. Et vous ne pouvez strictement rien faire. Clairement. Voilà. Donc en fait, le cambriolage au Brésil concerne avant tout les entreprises, contrairement à chez nous. La raison, elle est toute simple. Au Brésil, vous avez des murs qui font 3 mètres de haut, et au-dessus de ces murs, vous avez des clôtures haute tension, ou alors des barbelés. Et en plus, si tant est que vous gagnez un petit peu correctement votre vie, et vous êtes souvent dans ce qu'on appelle des condominiums, c'est-à-dire des copropriétés sécurisées. Alors même si c'est pas une forteresse, il y a au moins au minimum un gardien. Ce qui fait que du coup, le vol de particuliers n'est pas aussi répandu là-bas. Vous voyez, je dis pas que si vous laissez votre vélo sans cadenas, vous allez vous le faire voler, bien évidemment. Mais c'est pas comme chez nous. Alors que chez nous, en France, il n'y a pas ces copropriétés. Globalement, les clôtures sont ouvertes. On n'est pas on n'est pas du tout dans des forteresses. Là-bas, oui, effectivement. Donc en fait, ils peuvent faire globalement ce qu'ils veulent. C'est ça l'idée. Vous nous dites en fait que la criminalité de cambriolage, elle est organisée, elle est massive. Oui, clairement. Et maintenant, on va parler un petit peu des moyens pour lutter contre ça, puisque c'est votre société en fait qui en fait l'éloge en fait de l'anti-cambriolage. Quels sont les moyens mis en œuvre? Alors déjà, la première chose, c'est que les moyens mis en œuvre déjà ne s'achètent pas. Alors je risque d'en surprendre, mais c'est surtout avant tout d'abord un état d'esprit. C'est-à-dire que la différence de là où je me positionne, c'est que moi je ne me place pas entre guillemets comme un vendeur de produits. C'est-à-dire que si on réfléchit en termes de vente de produits, une personne va vous dire, moi je vends des coffres-forts, il faut acheter un coffre-fort. L'autre il vend des alarmes, il faut acheter une alarme. L'autre il vend un pistolet gun-cogne. Un pistolet gun-cogne, vous savez, ce sont les pistolets qui tirent des billes en caoutchouc pour la défense du domicile, etc. Sauf que si vous réfléchissez d'une manière à accumuler une succession de matériel dit de sécurité, et que vous ne réfléchissez pas d'une manière globale, c'est de réfléchir d'abord qui on a en face, qui on est susceptible d'avoir en face. Et c'est uniquement dans la connaissance de carrément ce que j'appelle l'ennemi, effectivement, qu'on va pouvoir trouver les contre-mesures. Parce que excusez-moi, je vais vous couper, mais je finis juste en une phrase.
Non, non. Ce qui m'énerve profondément, c'est vraiment la désinformation sur la nature des cambrioleurs, clairement. Et ça, vous avez qu'à regarder le marketing. J'en veux même pas aux médias, parce que les médias en parlent, ils vont pas parler tous les 5 minutes non plus, ils ont d'autres priorités. Mais vraiment, au marketing de mes, entre guillemets, confrères, qui font passer de la surveillance pour la protection. Donc aujourd'hui, on appelle une caméra, on appelle ça de la vidéoprotection. Moi, je suis désolé, il y a dans la rue, il y a plein de femmes qui se font violer, il y a des caméras, on ne voit pas en quoi les caméras les ont protégées. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord d'éclairer les gens par rapport à qui on a en face, l'évorer les acognes, le recyclage du banditisme des cités, bien évidemment encore le cambriolage, on va dire un petit peu local, on va dire que ça peut être le drogué, la personne qui cherche à se refaire, et à partir de là, mettre en place des solutions de défense. Il y a un truc aujourd'hui, c'est que s'ils veulent rentrer, ils rentreront. Donc notre métier à nous, c'est de les faire sortir. Donc l'idée, elle est toute simple, c'est que vous pouvez choisir un système d'alarme quel qu'il soit, parce qu'aujourd'hui, que vous mettiez 500 € dans un système d'alarme ou que vous mettiez 3000 €, ça ne fera pas venir la police plus vite. Par contre, effectivement, avec un système d'alarme un peu plus haut de gamme, vous pouvez mettre en place un système de détection extérieure qui peut vous faire déjà gagner un temps considérable. Des sirènes extérieures, des détecteurs rideaux, et dès qu'ils mettent un pied sur la propriété, il y a déjà moyen de détecter. Je parlais en préambule de l'e-gaz, le gaz lacrymogène connecté. Justement, et c'est là que j'y viens, c'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est la détection avant, donc en extérieur. Bien sûr, si vous êtes en appartement, dans ce cas-là, on va parler maintenant de la solution pendant, à l'intérieur, mais partir du principe que, de toute façon, aucune société de sécurité pourra vous promettre de les empêcher de rentrer. Par contre, ma promesse à moi, c'est de pouvoir les forcer à sortir, c'est ce que je vous disais, et ça, on utilise une solution qui est toute bête, mais qui est redoutablement efficace, c'est d'utiliser, vous connaissez certainement les bombes au poivre, vous savez, ce sont des gazeuses qui sont utilisées par les femmes et les commerçants pour pouvoir se défendre dans la rue, et en fait, on intègre ce type de gazeuse dans un dispositif qu'on peut raccorder à tous les systèmes d'alarme du marché, en tout cas 95% des marques du marché, ou alors qu'on peut faire fonctionner en autonomie. Le scénario, c'est le suivant. Si vous avez un voleur qui s'introduit chez vous, globalement, vous recevez les images, vous êtes informé, ou la société de télésurveillance est informée. Au lieu de rester là, aller regarder, opérer avec votre caméra que vous avez achetée, etc., et bien en fait, tout ça, là, vous ouvrez simplement une application. Vous appuyez sur un bouton, vous donnez l'ordre, et ça va activer le gaz à distance. Immédiatement, le dispositif va faire pression sur le spray, ça va libérer le gaz, le voleur tousse, il pleure, il est obligé de sortir. Et pour ceux qui sont absents, ils vont se dire, et en fait, là, vous êtes neutralisé, clairement. Alors, je vais venir comment ça fonctionne, où c'est que ça se met, mais pour les gens qui ne sont pas forcément joignables, ça existe aussi, on a aussi la possibilité de pouvoir le déclencher automatiquement, donc détection, temporisation, compte à rebours de sécurité de 10 secondes, 15 secondes, voire 20 secondes. Par contre, passer ce délai, si le voleur est toujours là, même principe, le dispositif fait pression sur le spray, ça libère le gaz, le voleur, ça irrite les yeux, ça le fait tousser, c'est atroce. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on travaille avec du gaz CS, côté poivre et CS. Le CS, par contre, il est propre, c'est-à-dire que globalement, ça fait effet durant 30-45 minutes, donc ça laisse largement le temps à la police de pouvoir intervenir. Par contre, derrière, vous aérez, au bout d'une heure ou deux, vous n'avez plus de traces, plus d'odeur. Une cartouche, ça vaut entre 6 et 8 €. Vous rechargez votre cartouche. Ça peut être vous-même ou un de vos voisins si vous êtes en vacances. Et vous êtes là concrètement protégé et défendu. Voilà. Et il y a un élément, en fait, dont on n'a pas encore évoqué, celui des forfaits, en fait, de la nature des richesses qui sont extorquées, qui sont pris, en fait, dans les cambriolages. Oui. Alors, est-ce qu'on a une idée, en fait, de ça? Alors, globalement, je vais enfoncer des portes ouvertes. Globalement, aujourd'hui, c'est les bijoux, clairement, pour le particulier. De moins en moins, voire quasiment plus du tout, les écrans plats ou les télévisions. Il y a une telle décote entre le produit quand il est acheté neuf et revendu d'occasion, et même au niveau du recel. Le cambrioleur réfléchit de manière très simple. C'est l'accès aux valeurs, la vitesse d'exécution et la rapidité pour la fuite. Donc l'accès aux valeurs, c'est ce qu'on peut rentrer le plus facilement possible. Après la vitesse d'exécution, il va chercher le meilleur ratio entre capacité d'emport et valeur. Je vous donne un exemple. On voit rarement des magasins de carrelage se faire cambrioler, parce qu'un carrelage, ça vaut 20 € et ça pèse 40 kg le mètre carré, que je grossis. Par contre, l'intérêt, par exemple, des bijoux, l'intérêt, par exemple, lorsqu'on tape des magasins de vélos électriques, par exemple,
Un vélo électrique, vous en avez un à la main gauche, un dans la main gauche, un dans la main droite. Fondamentalement, vous avez 10 000 euros, quoi. Vous voyez? Donc ça va être vraiment des produits qui sont recherchés et faciles à revendre, qui n'ont pas une décote trop importante et qu'on peut vraiment emporter facilement, quoi. Et on est au stade, pour les commerces, c'est souvent même des commandes, hein. C'est-à-dire que par exemple pour les magasins de vélos, c'est un fléau. Les vélos électriques, c'est un véritable fléau. Franchement, hormis le gaz, il n'y a aucune solution pour l'instant. Oui. Parce que c'est ça, je dirais, même pas une seconde. On peut quand même se poser la question. L'alarme s'est généralisée durant les 15 dernières années, en France et aux États-Unis. Aux États-Unis, le cambriolage s'est effondré. Ça s'est effondré. En France, ça augmente de manière stable. Je dis pas que ça explose, ça augmente de manière stable. Comment on explique aux États-Unis, en fait, l'effondrement? Eh ben, je vais vous le dire, c'est très simple. Vous allez même sur mon blog, sur le site califorce.fr, ou Défense Cambriolage, vous allez sur l'onglet blog et vous tapez Confession d'un cambrioleur. Et le cambrioleur explique que donc un cambrioleur américain, ici, quand moi je vois une alarme sans fil, je fuis. Alors, pourquoi? Je dis, mais pourquoi? Non, tout simplement parce que le shérif, il est là dans les 90 secondes. En fait. Ah oui. Et là-bas, ça tire à vue, hein. Et en plus, les peines se cumulent. C'est-à-dire que, admettons, c'est 5 ans pour un cambriolage. Si on lui en met 2, 3, 4, 5, etc., les peines se cumulent. Donc là-bas, vous avez deux risques. Là, c'est qu'il y a un temps de réaction, en fait, des forces de l'ordre face au cambriolage rapide, en fait, c'est ça? Très rapide, très rapide. Et là-bas, les alarmes sont directement reliées à la police. Ce qui n'est pas le cas en France. Ben, je crois qu'il y a le Crédit Agricole en fait à ce système-là en fait de détection, la télésurveillance est reliée, ils appellent directement les forces de l'ordre. Ils appellent, mais ça n'existe pas en France, ça n'existe pas de société de télésurveillance reliée à la police. C'est souvent des jeux de mots qui sont utilisés par les commerciaux. En réalité, ils appellent la police pour vous. Donc en fait, quand une alarme sonne, ils vont d'abord vous appeler vous, ils vont faire une levée de doute visuelle, ils vont vous appeler vous, votre conjoint ou votre voisin ou la personne qui vous avez le numéro. Si vous répondez pas, là, ils appellent la police. Avant, c'était encore pire. Avant, ils envoyaient un agent de sécurité qui allait constater, et l'agent de sécurité n'a jamais été 40 minutes à arriver. En même temps, on va lui demander de rouler à 200 sur l'autoroute et d'aller risquer sa vie pour le SMIC. Et donc, il allait constater, et après, on se disait, effectivement, oui, il y a bien eu une effraction. On va appeler la police, quoi. Donc c'est pour ça que les voleurs se régalent. Excusez-moi, je vous parle à cœur ouvert. Ils se régalent. C'est du bonheur. On est face à une masse de victimes, contrairement aux États-Unis, qui est totalement désarmée. Après, je rentre pas dans le débat, savoir si c'est pour ou contre. Ça n'est pas la question. La vérité, c'est qu'ils savent qu'on est totalement désarmés, que la seule chose qu'on a pour défendre notre domicile, ce sont des sirènes 105 décibels qui font du bruit. Qui appellent les secours. C'est tout. Et c'est ça qui me fait rire. C'est-à-dire que dans le pays des châteaux forts, enfin, qui est rire jaune, hein, dans le pays des châteaux forts, on en a réduit aujourd'hui à mettre notre confiance en écoutant des sirènes et à se considérer protégé, moi je suis protégé. Non, vous avez un système d'alerte. Vraiment, en une seule image. C'est pas parce que vous avez un détecteur de fumée n'éteint pas le feu. Alors, vous avez une sirène incendie qui va éteindre le feu qui se déclenche dans une cuisine, qui va se déclencher dans votre cuisine. Vous avez votre sirène incendie, et puis vous avez votre extracteur. On a parlé tout à l'heure des passages, on a parlé tout à l'heure en fait de la publicité pour les annonceurs en fait de défense anti-cambriolage, et vous nous avez donné votre avis là-dessus. Vos passages médias en fait, comment vous estimez, vous pouvez nous dire en fait ce que recherchent les médias lorsqu'ils vous contactent? Alors je suis pas dans les reins et les cœurs. Bon, on a eu un tournage avec M6 sur la diffusion du gaz au poivre, c'était un petit peu compliqué dès le début parce que le reportage à la base sur les vols à l'étalage et la fraude sociale, ils étaient vraiment très très séduits. C'est eux qui sont venus vers moi, ils étaient très très séduits par la technologie que je propose, donc les diffuseurs de gaz lacrymo connectés et les alarmes lacrymogènes 100% autonomes. Ils ont décidé d'en faire un reportage. Et malheureusement, finalement, ça va être décalé. Donc, c'était prévu pour dimanche, ça va être décalé parce qu'il y a pas suffisamment de temps, en fait, dans le reportage global. Donc, ce sera partie remise. Le tournage FM sera partie remise. Après, pour la partie, par exemple, TPMP, qui m'ont d'ailleurs rappelé pas plus tard que cet après-midi pour intervenir la semaine prochaine dans le domaine du squat de logement, là, c'était simplement un intervenant sur les home-jacking, quoi. Alors, c'est ça qui est, entre guillemets, drôle, c'est qu'on est 33 000 vendeurs d'alarmes en France. Donc moi je me positionne plutôt dans le domaine de la défense et effectivement on est 33 000 personnes qui répétons
plus ou moins le même discours, c'est dit on alerte, la police viendra, etc., etc. Et c'est là où je fais quelque part une dissonance. Je dis non, mais la police viendra, mais trop tard. Et c'est ce que j'ai mis dans mon blog, c'est qu'ils sont tombés sur des articles de blog que j'ai écrits dans le domaine du hijacking, c'est pour ça qu'ils m'ont contacté. Parce que moi, j'essaie vraiment d'informer et d'éduquer les gens à assurer vraiment leur propre protection. Et ce sont des réflexes qui, je le rappelle, sont utilisés et appris partout dans le monde. Que vous soyez expatrié en Afrique du Sud, que vous soyez expatrié en Afrique, en Amérique latine, dans certaines villes aux États-Unis, tout le monde se forme à ça. La manière, on va dire, d'envisager les choses d'un point de vue du cambrioleur, on rentre pas à n'importe quelle heure, la voiture, surtout de la discrétion, ce qu'on appelle être un greyman, entre guillemets, en anglais. Toutes ces réflexes qu'on pourrait avoir lorsqu'on est expatrié dans un pays, on va dire, un petit peu dangereux, ou même un autochtone, partout dans le monde, on vit comme ça. Par contre, en France, on a eu une espèce de pacte avec l'État-providence, c'est je paye des impôts, l'État me protège. Malheureusement, aujourd'hui, on paye les impôts plus qu'on n'a jamais payé, mais par contre, on commence à se rendre compte progressivement, victime après victime, quartier après quartier, que finalement, l'État n'est plus en moyen de nous protéger. Et ça s'est incarné parfaitement avec les émeutes. Donc ça, on s'est bien rendu compte donc de la problématique, de la situation. On a brassé pas mal d'éléments sur les cambriolages. Je vais arriver à la question concernant l'actualité. Est-ce qu'il y a une activité qui vous a marqué ces derniers jours, Lucas? C'est un chiffre qui m'a marqué. C'est un chiffre et c'est dommage que j'ai pas eu la présence d'esprit de la mettre dans les favoris. Je pensais l'avoir fait, mais je ne l'ai pas fait. Statistique de la MMA. En 2022, 52% des cambriolages ont été tentés en présence des propriétaires. Ah ouais, c'est quand même voilà. très. Ça ne veut pas dire que c'est du homejacking à chaque fois, d'accord. C'est pas ce que je dis, mais c'est symptomatique. Très, très préoccupant. Et plus on aura d'alarmes, plus la pour désactiver, on viendra, par exemple, pendant les courses d'absence, en moins de 5 minutes, etc. Je vais être très clair. Hein, donc c'est un chiffre. C'est pas un fait d'actualité, c'est un chiffre. Et je pense qu'on allait dire sur le mot de la fin, défendez-vous et faites-le d'une manière qui soit légale, proportionnée. Je suggère le diffuseur de gaz lacrymogène, pas parce que c'est même pas du business, ça n'a rien à voir. Ça fait 10 ans que je rêve de faire ce produit. Je me suis battu pour le faire exister parce que je pense que c'est vraiment le bon intermédiaire entre une simple sirène et le fusil de chasse. Une simple sirène, ça suffit plus. Et le fusil de chasse de une, ça a que 2 coups. Parfois, ils sont 3. Mais surtout, ça fait des drames au niveau familial, etc. Et en plus, on ne peut pas s'en servir lorsqu'on est à distance, quoi. Donc vraiment, j'incite les honnêtes gens à assurer leur propre défense. Voilà, de la manière dont ils jugeront en leur âme et conscience. Et voici ce que je propose. Merci en tout cas pour la question sur l'actu. Le mot de la fin, même si vous avez un peu empiété sur le mot de la fin, est-ce que vous avez un mot à dire? Encore quelque chose. Écoutez, un mot à dire, j'ai envie de dire quelque part bonne chance à nos auditeurs, surtout pour ceux qui vivent dans certains quartiers ou certaines régions difficiles. Vraiment bonne chance à eux. J'entends vraiment tout, hein, que ce soit des infirmiers qui se sont fait brûler leur cabinet, des gens qui souffrent, des buralistes qui sont vraiment en contact de la réalité tous les jours. Donc vraiment bonne chance à vous. Moi c'est vraiment pour ces gens-là que je me lève tous les jours. Et voilà, vraiment bonne chance à vous, accrochez-vous. Si vous voulez une solution de défense, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Califorce. Les gens, vous vous inscrivez, on a un entretien téléphonique d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 10 minutes si vous voulez. On en discute, il y a personne qui va vous, entre guillemets, vous rappeler, il n'y a pas de téléprospectrice ou de newsletter, etc. Mais au moins on fait les choses bien, quoi. Voilà. Bon, merci pour cette émission riche en informations. Merci Lucas pour votre empathie et votre disponibilité. Bien sûr. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain volet des épisodes de la sécurité. À bientôt Lucas. Au revoir, merci. Au revoir.